Bonsoir à tous, nous sommes de retour à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, et qui nous reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Samedi 25 janvier dernier était lancée la campagne électorale en vue du renouvellement des élus à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui bénéficiait d'une majorité obèse à l'hémicycle de Ngouaïkele avec 148 députés contre 32 seulement pour toute l'opposition parlementaire réunie. Et sera donc face à des formations de l'opposition traditionnelle, à savoir l'UDC, le SDF, pour ne citer que ces deux formations, mais aussi et surtout en face des jeunes formations qui ne cachent pas leurs ambitions. Je parle du PCRN et du PURS. Tout cela est également valable pour les municipales. 2 semaines de mobilisation, de propagande qui contraste avec une autre mobilisation, à savoir celle autour de l'abstention, voire le boycott. Cette forme d'expression politique défendue par le CPP et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufélé depuis Douala. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Législative et municipale 2020, à chacun sa campagne. Pour en parler, je suis en plateau ce soir et pour la première fois, Armanta. Bonsoir Armand. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Armanta, vous avez plusieurs casquettes, il faut le dire. Hein. Diplomate, stratège, en politique également. Effectivement, je suis également le directeur d'un centre de conseil d'intervention diplomatique qui s'occupe d'accompagner la fonction publique internationale, les organismes internationaux, les missions diplomatiques et les postes consulaires dans le cheminement et dans la conduite de leurs dossiers. Ok. Sur ce plateau avec nous également, lui c'est Arsène Batogo. Bonsoir Arsène. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox ce soir. Voilà Arsène Batogo, communicant du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En effet, je suis communicant au MRC, je suis également départemental pour la MEFOU Afamba, le compte du MRC également. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau. À côté de vous, Aristide Mono. Bonsoir Aristide. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les co-discutants du soir, bonsoir à tous vos téléspectateurs à qui j'agresse mes voeux de nouvel an parce que c'est la première fois que je suis sur votre plateau en 2020. J'espère que vous allez garder ou continuer à les entretenir comme cela a été toujours le cas et je vous félicite d'ailleurs pour tout le travail que vous abattez et je pense que un bon nombre de jurys, un bon nombre de jurys aujourd'hui est tout à fait d'accord avec votre statut de leader en ce qui concerne le paysage télévisuel dans notre pays. Donc j'aimerais qu'au fil des années que cela se consolide, que ça se sédimente pour que nous ayons droit toujours à cet espace qui permet aux uns aux autres d'exprimer leur citoyenneté de façon libre et de façon ouverte. Voilà pourquoi la hiérarchie pensait qu'il faut de temps en temps venir à Yaoundé. Hein. Pour vous. Effectivement, ça nous permet également de pouvoir nous exprimer parce que Douala, à un moment donné, a arraché totalement l'émission. Certes, vrai, le monopole, c'est Douala, mais il faut de temps en temps penser à Yaoundé, où on a également des choses à dire. Je tire un très grand coup de chapeau à vos panélistes de Douala qui sont de plus en plus disponibles. Parce que c'est pas évident de trouver chaque jour, chaque 19h21, nouveaux visages et surtout des visages pertinents. Ok. Amanta, le RDPC va déjà, on va dire comme ça, avec un certain nombre de sièges. Besoin de battre campagne encore? Et beaucoup d'élus, avant même que la campagne ne soit lancée samedi, le RDPC était déjà... Effectivement, c'est ce que je voulais rappeler. Le RDPC n'a pas attendu l'ouverture de la campagne électorale. Déjà, puisque la campagne se bat sur plusieurs fronts. Il y a des réunions
il y a des campagnes d'affiches publicitaires, il y a des campagnes au niveau des médias, il y a la campagne au niveau même des réseaux sociaux, il y a également une campagne de proximité qui se fait. Oui. Le RDPC n'a donc pas attendu, depuis la convocation du corps électoral le 10 novembre 2019 par le chef de l'État. Le parti, qui est un parti bien structuré, a commencé à s'organiser, aller vers ce qu'on peut appeler l'électeur roi, parce que de manière circonstancielle, c'est l'électeur aujourd'hui qui est un peu le roi. Le RDPC a commencé à s'organiser. Il faut rappeler que l'objectif du RDPC, lorsque vous dites un peu, est-ce que le RDPC, qui a déjà un grand nombre de sièges, a encore besoin de battre campagne? Le RDPC veut non seulement conforter sa position, mais également de récupérer certaines circonscriptions qui l'ont échappé lors des dernières consultations. Ok. Arsène Batsogo, vous êtes pour autre chose, hein? Pour pas l'abstention, c'est le boycott. Vous appelez carrément des gens à rester chez eux. Alors, la différence peut-être entre ce que le MRC a lancé aujourd'hui et ce qu'on a observé lors des échéances des années antérieures, c'est que c'est le boycott actif, avec un certain nombre de raisons qui sont fondamentales et qui touchent la stabilité, qui touchent l'intérêt national. Ce sont ces raisons qui ont poussé le Conseil national du MRC, contrairement à ceux qui disent que c'est le président Maurice Kamto de manière unilatérale qui a pris la décision, le Conseil national de décider de ne pas prendre part à ces élections. Déjà, plusieurs candidats, plusieurs responsables... Qu'est-ce que vous mettez dans le boycott actif? Le boycott actif est différent de la simple abstention. C'est que nous allions vers les Camerounais pour leur expliquer la nécessité qu'il y a pour que ensemble nous travaillons pour qu'il y ait de véritables changements, parce que le pays a besoin de mutations profondes. Déjà, le pays est en guerre. Déjà, le passif de la crise post-électorale n'est pas encore liquidé. Et entre autres, nous avons vu tout l'arsenal administratif et fiscal qui était mis en branle pour empêcher non seulement le MRC, mais d'autres partis d'opposition de constituer normalement les dossiers de candidature. Alors, tout cela, on s'est donc rendu compte qu'en réalité, et il y a même autre chose, la nécessité, bien sûr, de ce fameux code électoral qui fait problème et qui a reçu un certain nombre de recommandations déjà de l'instance en charge d'organiser les élections, qui est l'ECAM, qui avait donc jugé, qui avait identifié un certain nombre d'insuffisances qu'il convenait donc d'apporter sur la table, bien évidemment, du Parlement, pour qu'il y ait non seulement révision, mais au moins ce qui est d'abord préalable, une consultation. C'est pour ça qu'on a parlé de révision consensuelle du code électoral, parce que ce code en soi, il est conflictogène. Et il y a un certain nombre de dispositions d'articles qui ne donnent pas d'opportunité, qui ne donnent pas d'égalité de chance à tous les Camerounais qui veulent exercer leur suffrage. Arsène, est-ce que vous comprenez ce débat? Lorsque vous évoquez tout le temps le code électoral, il y a des Camerounais qui vous opposent le fait que vous êtes allé à la présidentielle de 2018 avec ce même code. Alors, comment comprendre donc entre deux élections, vous mettiez en avant bien évidemment ce code? Il se trouve que le MRC est né en 2012. Et il avait que quelques mois. Il a pu avoir un député. Il participe donc à l'élection. L'occasion pour le MRC de tester exactement ce code électoral sur le plan de l'élection locale. Maintenant, sur le plan de la présidentielle, le MRC n'avait pas encore... Vous ne pouvez pas vous mettre à critiquer quelque chose si vous n'avez pas expérimenté pour juger des insuffisances. Le MRC avait donc justement besoin de tourner de fond en comble. Et au-delà même de ça, l'élection présidentielle a un autre enjeu. Le MRC allait à l'élection présidentielle parce que nous savions que le Cameroun aujourd'hui, pour qu'il change, la mutation doit commencer à partir de la tête. Parce que, trivialement, on dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Voilà pourquoi le MRC, avant même la présidentielle, le président Maurice Kamto a engagé une vaste campagne qui consistait à visiter toute l'étendue du territoire national. Il a fait le tour dans la plupart
des arrondissements, des départements, à peu près 330, 340 sur les 360. Alors, son objectif était justement de rencontrer le peuple et de se dire, je ne vais pas venir dire que je vais travailler pour le bien-être de ces populations sans pouvoir être au contact des réalités. Donc, la présidentielle nous a également permis que on s'est dit, quel qu'en soit le cas, avec tout ce que nous avons pris comme disposition, on a mis sur pied avec l'organisation des observateurs, tout au moins des représentants des bureaux de vote, la mobilisation, l'implantation du parti, nous pouvons faire un coup d'essai et un coup de maître. Et là encore, nous avons vu justement des insuffisances de ce code électoral qui nous a amené à comprendre que, à l'état actuel, aucun parti d'opposition ne peut gagner l'élection au Cameroun. Même si on vous donne tout le budget du Cameroun, d'organiser les élections, tout au moins c'est de battre campagne, de mobiliser les Camerounais, vous ne pouviez pas gagner. Okay. Donc, c'est pour ça que l'épineux problème du code électoral, on sait toujours, il est important que tous les acteurs du Cameroun soient mobilisés pour que ce code soit révisé de manière consensuelle. Parce qu'en démocratie, il y a ce qu'on appelle l'égalité de chance. Lorsque la loi est taillée sur mesure, pour ne garantir que les intérêts d'une fraction d'un groupuscule, à défaut d'un individu, à ce moment, on ne peut pas parler de démocratie. Donc voilà, entre autres choses, qui poussent donc le MRC à dire, nous allons en campagne, le boycott est différent parce qu'il est actif, dans ce sens que... De l'abstention. Oui, nous descendons, puisque, par exemple, j'étais déjà au niveau d'un fou, nous sommes au niveau de Soa et Hawaï, je continue, je serai peut-être à ICE, pour expliquer, bien évidemment, pourquoi le MRC a décidé de ne pas prendre part à ces élections. Parce que, avant que l'annonce ne soit déclarée le 25 novembre, nous espérions toujours qu'il pourrait y avoir parmi les projets de loi qui devaient arriver à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant révision du code électoral. Okay. Et maintenant, il y a cette fameuse guerre qui continue à enregistrer des milliers de morts. Donc, c'est autant d'éléments, que peut-être je reviendrai là-dessus, qui font que le MRC dise, à l'état actuel, il n'y a pas un jeu électoral parce que il s'agit de l'intérêt de la nation qui est en danger. Aristide Mono, vous qui suivez l'actualité politique de près depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas un phénomène nouveau. Le SDF et l'UDC l'ont fait en 92 pour les municipales, SDF pour la présidentielle en 97. En quoi cette volonté du MRC en 2020 est-elle différente des autres? C'est le qualificatif actif, comme a dit Arsène Battogo. Pourquoi ça bouge beaucoup pour 2020? Il faut rappeler à nos téléspectateurs que l'abstention fait partie des modes de participation politique. Oui. Et modes de participation... Je veux donc comprendre pourquoi pour cette fois-ci, on semble... Ça bouge beaucoup là. Je pense que c'est pas nouveau. C'est l'effet d'actualité. Oui. C'est l'effet d'actualité. À chaque fois que nous aurons affaire à ce genre de démarche d'un parti de l'opposition, à coup sûr, nous aurons droit à ce genre de tapage médiatique. Mais j'aimerais préciser à l'endroit de nos téléspectateurs qu'en fait, l'abstention fait partie des modes de participation. Mais ça devient le boycott lorsque cette abstention est active. Abstention active. C'est pourquoi j'ai un petit souci avec le terme qui a été choisi, l'expression qui a été choisie par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le terme boycott actif. Boycott actif, je ne sais pas ce qu'on met dans actif. Il y a deux formes Arsène Battogo dit que c'est pour expliquer. Il y a deux formes d'abstentionnisme. Il y a l'abstentionnisme passif, qui est un abstentionnisme hors du jeu, c'est-à-dire l'électeur, indépendamment de ce qu'il peut avoir contre le jeu en cours, peut décider de ne pas aller voter. Peut-être l'électeur est occupé, peut-être l'électeur n'est pas au courant ou en fait ne s'intéresse même pas à la chose politique. Ça, c'est l'abstentionnisme passif, donc c'est-à-dire indépendamment des enjeux politiques, l'électeur décide de ne pas aller voter. Maintenant, l'abstentionnisme actif, c'est cet abstentionnisme qui rentre dans le cadre de la sanction. C'est-à-dire l'électeur sait bel et bien, il maîtrise les enjeux et il décide de ne pas aller voter parce que il veut influencer le jeu, il veut agir sur le jeu. À ce moment, l'abstentionnisme actif devient le boycott. Il ne peut donc pas avoir un boycott actif. Ça va, moi, je trouve ça, en tout cas, moi, je pense que c'est de la tautologie. Boycott actif, c'est pourquoi à un moment donné,
certains ont pensé que dans actif, il y avait d'autres ressources qu'on allait mobiliser au-delà de ce que nous connaissons en termes d'abstentionnisme actif. Peut-être ils allaient mettre autre chose. Parce que lorsqu'on dit boycott, c'est l'abstentionnisme actif. On n'a plus besoin de faire un boycott actif. Maintenant, s'il est actif, ça suppose ou ça peut présumer que les acteurs vont mobiliser d'autres moyens au-delà de ceux qui sont connus en ce qui concerne l'abstentionnisme actif dans un système démocratique. Parce qu'il faut rappeler que ne pas aller aux élections, ça fait partie du jeu démocratique, donc ça n'a rien à voir avec l'autocratie ou alors autre forme banale de système politique. Donc les acteurs peuvent décider de ne pas aller à une élection. Seulement... Aristide Mono, ce que je veux comprendre, lorsque vous regardez ces derniers jours, vous regardez ce qui se passe, on a comme l'impression que cet abstentionnisme actif, comme vous le dites, dérange certaines personnes. Pourquoi? Oui, ça doit déranger. Nous sommes dans un jeu. Lorsqu'un acteur décide d'aller à l'encontre des intérêts d'une partie, il est clair que cette partie sera mal à l'aise par le comportement de l'autre acteur. Parce qu'il faut rappeler que l'enjeu de l'abstentionnisme actif, c'est tout simplement donner un taux d'abstention bas. Et le taux d'abstention bas, en tout cas, produit tout simplement, décrédibilise, ça donne une certaine illégitimité. Parce que, en fait, au-delà de ce que le Conseil constitutionnel pourra donner comme chiffre, il y a la réalité. La réalité, par exemple, en ce qui concerne le Nord-Ouest, lors de la dernière élection, c'est pratiquement 5% de taux de participation. Ça fait en sorte que, de manière factuelle, les populations du Nord-Ouest ne sont pas exprimées dans leur immense majorité en faveur du chef de l'État. Donc, de ce côté, le chef de l'État, sur les 5% de taux de participation, le chef de l'État... Est-ce que au Nord-Ouest, ils ont refusé d'aller se prononcer? Est-ce qu'il n'y avait pas un facteur qui les empêchait de sortir? Oui. Au Nord-Ouest. En fait, il y a deux éléments majeurs qui peuvent justifier le comportement. Il y a peut-être l'insécurité, il y a également la sanction, parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions dans une situation, alors nous sommes encore dans une situation où on conteste la démarche de la République, entre guillemets. Donc ça fait en sorte que les acteurs pouvaient donc décider de ne pas aller. Il y a d'autres également qui ont été empêchés, et ceux qui opéraient dans l'abstentionnisme passif. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est recherché par le mouvement pour la Renaissance, c'est de décrédibiliser l'élection et d'offrir le maximum d'illégitimité à ceux qui seront élus. Maintenant, on pourra également évaluer le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Imaginons la dernière élection, c'était pratiquement 3 500 000 votants. On verra donc quel est le poids politique du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Parce que si on se retrouve avec pratiquement le même taux de participation, c'est-à-dire 3 500 Camerounais qui partent voter, en tout cas à ce moment, on dirait que le boycott ou la campagne n'a pas marché. On va donc interroger en fait la popularité du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On va interroger son ancrage local. Parce que si les populations de la Mofou-Akrono se décident d'aller voter, comme ça a été le cas en 2018, alors qu'il n'y avait pas le boycott, ça signifie que le message du boycott n'est pas passé. Pourquoi il n'est pas passé? Le message d'Assane Basogo n'est pas passé, c'est ce que vous voulez dire. Pourquoi le message n'est pas passé? Il faudra donc interroger l'assise locale. Donc, le MRC doit considérer qu'il participe à cette élection. Parce qu'on aura à juger le poids du MRC. Le poids du boycott. Oui, parce que prenons la région de l'extrême nord. On s'attend à ce qu'au niveau des taux d'abstention, qu'on se retrouve avec l'effet MRC. Mais si on n'a pas l'effet MRC dans ces taux, on devra donc questionner la popularité du MRC dans ces zones-là. Donc je me dis, le MRC participe à cette élection hors du jeu, et sera également évalué. Le RDPC et d'autres formations participent dans le jeu et on pourrait également évaluer la notoriété. Donc, que le MRC ne pense pas à un moment donné qu'il sera exclu lorsqu'on fera l'évaluation globale de cette élection. Il y aurait également une note à attribuer au mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ok. Amanta, ce discours-là du MRC ne dérange pas, visiblement, le RDPC. Je voudrais d'abord apprécier l'analyse de l'analyse politique. Excusez-moi. Aristide Mono. Oui, Aristide Mono. Parce que le RDPC vraiment est tout tranquille. Il faut comprendre que le MRC est un parti qui se situe dans une logique anti-républicaine.
bien entendu que le boycott, même comme moi également, l'expression actif, je n'ai vraiment pas perçu ce que cela voudrait dire. Le MRC est en train de poser un acte qui sera peut-être jugé par ces instances plus tard comme une erreur historique. Puisque vous vous souvenez des boycotts du SDF. C'est une mort politique, ça fera pendant 5 ans, sans élu local. Comment le MRC fera-t-il pour se présenter aux élections prochaines, notamment la présidentielle, au moment où la République est en train de connaître de profondes mutations, avec par exemple l'accélération de la décentralisation, ce beau projet de loi voté récemment qui confère des compétences particulières et qui transfère des compétences appropriées aux collectivités territoriales. Un groupe parlementaire, la conclusion et l'analyse que moi je peux faire, elle est toute simple. Le MRC n'était pas prêt à aller à ces élections. Et le MRC, vous vous souvenez de tous ces ramdam faits après l'élection présidentielle, en affirmant, en criant au hold-up et en affirmant avoir gagné les élections. Le MRC s'est vu donc dans l'impossibilité d'avoir un poids lors de ces doubles scrutins du 9 février et que directement cela devrait être vu comme un désaveu et là la population et la classe politique tout entière, même au niveau international, devrait tout simplement tirer les conclusions de sa manière de fonctionner. Voilà, Hassan Bertogo, vous n'allez pas à ce double scrutin. Pour certains, vous êtes considérés comme des ennemis de la République, des antipatriotes, tout ce langage-là. Alors que, comme on l'a dit en début, ça a commencé en 92, le SDF, l'UDC. Ceux qui tiennent ce langage sont des hypocrites, tout simplement. Alors que je me réjouis de ce que mon copanéliste Aristide ait fait cette analyse disant que le boycott est un mode d'expression politique et démocratique. Mais vous aviez donc en face ceux qui vous disent que le fait que le MRC ait décidé de ne pas aller à l'élection, c'est antipatriotique, c'est anti-républicain, c'est anticonstitutionnel, avec tout ce qu'ils sont en train de dire. Alors la question qu'on se pose, c'est que comment la peur a-t-il changé de camp? Ils savent, ils sont conscients que le MRC a suscité un engouement et un intérêt des Camerounais à la chose politique. Déjà avec la tournée du président, et maintenant avec le contentieux électoral. On a vu des bars, on a vu des moutoutarsimènes s'arrêter pour suivre les plaidoiries faites par les avocats du MRC et le président national. On a vu l'intérêt et on a également observé la ruée pour les inscriptions sur les listes électorales. Personne ne peut donc dire que le MRC n'a pas d'ancrage sur le terrain. Peut-être à quelques localités, il faut le souligner que le MRC aussi c'est un jeune parti, mais on n'a pas besoin d'avoir 20-30 ans pour gagner une élection. Et on gagne l'élection aussi par stratégie, on gagne une élection par offre politique, on ne gagne pas forcément l'élection parce qu'on a l'ancrage, on est ancien, on est héritier du parti unique, mais on gagne l'élection pas forcément, comme quelqu'un avait dit, par la séduction du pain et de la sardine, mais on gagne l'élection aussi à force d'arguments, à coup d'arguments. Au jour d'aujourd'hui, il est difficile d'arriver dans un village où vous allez parler du MRC sans que les gens ne vous disent. Mais vous avez donc vu, devant une telle persécution politique, jamais vue. Jamais vue. Ils se disent que nous n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts par rapport à quoi? Nous nous préparions parce que les gens se trompent. Au moment où la résistance se poursuivait avec les marches pacifiques et bien évidemment les arrestations, le MRC a été en campagne d'implantation. Nous continuons à installer les unités politiques parce qu'il y avait... Le parti est suffisamment structuré. Il y a le collectif des avocats. C'est l'occasion pour moi également d'adresser toutes mes condoléances à la famille de Maître Sow, qui a été donc le coordinateur du collectif des avocats du MRC. Il y avait donc ce qui faisait le travail.
il y a également les AP, les amis politiques de la diaspora qui travaillaient, il y en avait ceux du Cameroun, et il y a une organisation interne au sein du parti. En fait, les gens sont surpris, et ils savent que le mot d'ordre boycott est suivi, et il va être suivi tout simplement, et c'est pour ça que vous voyez ce rendant, et les ministres de la République, les directeurs généraux, et les élus du RDPC, transformer leur campagne politique en campagne anti-boycott du MRC. Voilà. Ils transforment. Alors, le boycott actif, peut-être pour Aristide qui ne comprenait pas, au MRC, on a choisi de mettre actif, c'est effectivement une redondance, mais ça dégage une espèce d'emphase pour montrer la nuance, et puis utiliser un langage populaire, un langage courant. On n'est pas dans les amphis, c'est pour ça qu'on a parlé du boycott actif, parce que si on parle l'abstinence, l'abstention, autant pour moi, merci. Il a parlé d'abstentionnisme, c'est une terminologie hautement universitaire, académique. Les militants ne vont pas comprendre cela. C'est pour ça que nous avons choisi de parler. Ils comprennent facilement boycott. Boycott, oui. Boycott, ils comprennent. Mais quand on met actif, ils comprennent. Donc, le tout n'y est pas de dire qu'on n'y va pas aux élections. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y va pas aux élections? Et les raisons, il faut bien que tous les Camerounais comprennent. Au jour d'aujourd'hui, si la campagne ne fonctionnait pas, on n'allait pas voir des ministres tenir des conférences, des gouverneurs, des conférences semestrielles, avec au menu. Moi, j'ai lu ce propos introductif du MINAT, il y avait une grande partie de son propos qui était accordée au MRC et à la campagne de boycott. Et ils ont voulu faire l'assimilation qui n'a rien à voir avec ce qui se passe avec les mots d'ordre de lockdown, de ghost town au nord-ouest, au sud-ouest, pour essayer de créer une espèce d'antipathie auprès des communautés pour assimiler le MRC aux ambassadeurs. Il n'en est rien de tout ça. Ils ont d'abord essayé d'assimiler le MRC à la brigade anti-Sardina. Cette autre campagne a échoué. Nous disons, le MRC reste un parti républicain. Et je me réjouis donc, comme il a dit tout à l'heure, nous participons à l'expression du suffrage démocratique. Et nous sommes conscients que les prochaines échéances, si on continue avec, bien sûr, cette même dynamique institutionnelle, nous n'allons pas participer aux élections. Mais l'enjeu n'est pas de glaner quelques places, quelques sièges à l'Assemblée nationale ou un grand groupe parlementaire. D'ailleurs, depuis 1992 aujourd'hui, il y a eu des partis qui ont eu des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils ont apporté en termes de changement? Est-ce qu'un groupe parlementaire a introduit à un seul instant une proposition de loi et que celle-ci soit passée? Je n'ai pas de souvenance. Le CF a essayé, ce n'est pas passé. L'UNDP qui avait plus de 60 députés en 92, quelle est la proposition qui est passée? Aucune. Alors, le MRC refuse donc de faire cette politique politicienne où les gens se contentent de leurs intérêts égoïstes, des petits arrangements politiques à caractère financier pour adouber cette mascarade, pour adouber cette mort à petit feu de la démocratie au Cameroun à laquelle on assiste. Le MRC donc décide de travailler pour l'intérêt national. Nous voulons des véritables mutations, des véritables transformations qui vont donc garantir l'intérêt. Comment vous pouvez imaginer que un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se tenir en 2019 et qu'elle glisse et qu'on parle de détournements massifs et que personne ne soit inquiété parmi tous ces gérants parce que dans les marches blanches, il y avait ces grands comptes. Le MRC exigeait des comptes rendus de comment est-ce qu'on a géré ces milliards au point où on arrive à avoir un glissement avec des surfacturations. Vous connaissez, vous en avez traité ces sujets ici. Le MRC refuse donc de se retrouver dans des mairies où, quand on saura que c'est une mairie de l'opposition, alors qui finance les mairies? C'est le PNDP, c'est le FEICOM, qui les gère, qui nomme, on connaît tout ça. Le MRC voudrait que le Cameroun puisse pouvoir changer afin qu'on assiste à une véritable gouvernance et de transparence. Parce que il y en a trop de vols dans notre pays. Okay. Les gens volent énormément. Tout à l'heure, je chute par là, je lisais sur les réseaux sociaux une autre liste interminable de 64 fonctionnaires fictifs et pensionnés qui pillent les caisses de l'État. Et vous me dites, quelqu'un a dit tout à l'heure que le RDPC a son électorat. Je me suis posé la question ce instant. Vous pensez que les Camerounais, ils sont contents de la gestion chaotique actuelle au point où ils restent fidèles
à une gouvernance qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'idéologie, mais qui n'a que des slogans pompeux. Ok. Aristide Mono, il a parlé tout à l'heure, Arsène, de ces ministres de la République qui, depuis le début de la campagne, parlent de la campagne contre le boycott. Comment vous percevez ça? Je pense que c'est tout à fait normal, en fait. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le taux d'abstention reste un enjeu majeur dans les grandes démocraties aujourd'hui, c'est-à-dire... Aristide, permettez donc de vous parler du taux. Je vous donne le taux de participation en 92, lorsque le SDF et l'UDC avaient décidé de ne pas participer. C'était les chiffres officiels, 60,59% de taux de participation. Oui, donc effectivement... Donc il n'y a pas eu d'effet véritable par rapport au boycott du SDF et de l'UDC. Bon, en fait, il faut déjà rester sur le boycott en lui-même. Oui. Comme je l'ai dit, le boycott reste un élément déterminant dans le jeu électoral. C'est-à-dire, on ne se soucie plus uniquement ou exclusivement des chiffres qui ont été glanés par le premier, le deuxième, le troisième jusqu'à... Mais on tient compte aussi de ces éléments qui permettent de donner la légitimité à celui qui est élu. Parce qu'il faut faire extrêmement attention à ces personnes qui décident de ne pas aller voter. Parce que lorsque quelqu'un décide de sortir du jeu, ça veut dire qu'il y a d'autres alternatives qui sont prévues. Et en faisant sortir les gens, ou alors les gens qui décident de sortir, quel est leur agenda? Il faut également faire extrêmement attention. Donc c'est pourquoi on fait tout et pour tout pour avoir le meilleur taux d'abstention. Donc c'est extrêmement important à la fois pour ceux-là qui sont des tenanciers de la campagne du boycott, que pour l'appareil au pouvoir. Donc, je ne sais pas si notre ami Arsène attend que le président de la République puisse, ou alors que le RDPC reste totalement muet face à cette campagne. Il faut également une contre-campagne. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, le MRC a intérêt à intensifier sa logique ou son initiative. Donc, c'est-à-dire, au moment où le RDPC et d'autres partis, donc pro-participation, sont en train de s'investir pour demander aux électeurs d'aller aux urnes, il faut également que le MRC soit sur le terrain pour demander aux populations de ne pas aller aux urnes. Et cela ne doit pas se limiter dans des espaces purement médiatiques. Il faut aller sur le terrain pour expliquer, parce que c'est également une campagne électorale. Ouais. Mais seulement celle-là, elle vise la non-participation. Il faut que le MRC aille dans l'extrême nord, organise des charters et autres pour essayer de convaincre les populations de la nécessité de ne pas aller au vote. C'est pourquoi je dis, les éléments qui sont en train de participer au jeu, les autres partis ont intérêt à bloquer le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans sa stratégie. Et c'est un rapport de force qui devra se décider sur le terrain. On pourra donc peut-être voir qui a finalement gagné. Je parlais tout à l'heure de l'électorat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous allez vous rendre compte que de 2004 jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu grand-chose en termes de participation, inscription sur les listes électorales. Ça stagne entre 5 millions de votants et 6. Donc, et depuis, le président de la République gagne les élections avec pratiquement 3 millions 500 000 votants. Donc, ça veut dire qu'il fonctionne avec son capital de depuis et il puise dans ce capital pour pouvoir se faire réélire. Et pourtant, il faut donc regarder les potentiels électeurs au Cameroun. Ce sont donc ces potentiels qui devraient être la cible des partis d'opposition. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous comparez les chiffres de 2011 de Ni John Fundi et ceux du professeur Maurice Kamto, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement le même chiffre. Tous sont autour de 500 000. Donc ça signifie qu'ils sont en train de se partager ou de se discuter pratiquement le même électorat. Or maintenant, il faut aller puiser dans les potentiels, le vivier des potentiels. Au Cameroun, on parle pratiquement de 12 à 14 millions de potentiels électeurs. Dans les fichiers de Elecam, on se retrouve avec 6 millions. Maintenant, il faut aller à la conquête de ces autres 7 millions qui refusent de prendre part au jeu ou alors de s'inscrire. C'est donc là où on pourra donc peut-être espérer renverser l'ordre dirigeant en place. Or, qu'est-ce que nos amis de l'opposition font? Ils puissent tout simplement dans les 500 000 de Ni John Fundi et ils vont, et c'est lui qui viendra après le prof. Bon,
ce n'est pas un souhait de malchance, en fait, à mon ami l'autre. Non, je dis tout simplement, celui qui va arriver devra faire des efforts de ne pas tourner avec le même capital de Uni John Fundi. Parce que vous tournez avec le même capital, les 500 000. Il faut maintenant aller puiser dans la majorité silencieuse. Et c'est généralement la majorité silencieuse qui opère dans des mouvements de rue. Vous avez vu le cas du Burkina Faso, le président Blaise venait d'être élu à plus de 80% de suffrage, mais ça n'a pas exclu qu'on se retrouve avec Ouagadougou inondé. Donc c'est la majorité silencieuse qui estime que ça ne sert à rien d'aller s'inscrire parce qu'on estime que ce n'est pas la voie idéale. C'est celle-là qui utilise ou alors qui use d'autres moyens pour renverser les régimes. Et c'est là où nos amis de l'opposition devraient normalement bosser. Justement, on croit que le RDPC doit bosser aussi en même temps, puisque dans cette campagne, il faut convaincre l'électorat de sortir le 9 février. Effectivement. Pour faire une anti-campagne de boycott du MRC. Effectivement, je vais pas... C'est particulier? Cette campagne-ci est particulière pour vous? Non, elle n'est pas particulière, puisque ce n'est pas la première fois que le RDPC fait face à un adversaire qui décide du boycott. Le RDPC a déjà eu... On a eu à en parler ici, oui, à y faire face. Je voulais répondre à votre question tout en disant que le RDPC, je vais prendre juste l'exemple de l'Ouest où le secrétaire général y était jeudi en présidant une réunion. Le RDPC ne regarde pas que sur les 40 communes de l'Ouest. Il a déjà 34. Nous avons 34. Sur les 25 députés, on a 20. Mais jusque-là, on est sur le terrain pour faire comprendre. Ce n'est pas, on ne fait pas du MSC une fixation par rapport au boycott. Le RDPC a son électorat. Et une campagne électorale, c'est aller d'abord vers les partisans, ces partisans, pour leur conforter dans vos convictions. La deuxième chose, il y a les indécis. C'est ce que M. Mono appelait tout à l'heure. Ce sont ces indécis-là qu'il faut aller convaincre. Ce sont ceux-là qui sont peut-être un peu dormants et ils ne sont pas encore décidés. Le RDPC repart donc vers cela pour leur faire comprendre que même vous du MRC adhérez à nos programmes. Pourquoi? Parce qu'une campagne électorale, on va dans une campagne, c'est avec des programmes. Vous du MRC, ne restez pas à la maison, venez. Du RDPC. Oui, je reprends votre discours. Vous dites que sortez le 9, venez voter. Sortez le 9 février, c'est un devoir citoyen. Venez décider des affaires de votre commune, venez décider de la gestion de votre circonscription qui vous envoyez à l'Assemblée. Et beaucoup de ces militants vont rejoindre les rangs, vont voter certainement pour le RDPC. Pour tout simplement pourquoi une campagne électorale, ce sont des projets, des programmes de société. C'est ce qu'on appelle des professions de foi. La politique a beaucoup de gravité au Cameroun. Ce n'est plus comme avant. Le militant, il est fasciné par le programme qu'on l'amène, le projet de société. Il adhère et il vient voter. Alors, donc, le RDPC travaille sans faire fixation par rapport au MRC. Moi, je suis très surpris lorsque mon co-panéliste du MRC parlait des membres du gouvernement qui en font une fixation, qui organisent des réunions. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut? C'est le mot actif qui fait problème. Il ne faudrait pas que dans ce mot boycott actif, qu'on empêche, par exemple, à celui qui va aller voter d'y aller. C'est là, et c'est un devoir régalien du ministère de l'administration territoriale et celui qui dirige cette institution d'essayer de recadrer les choses parce que c'est quelque part un organe régulateur. Voilà. Hassan Mbetsogo, vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure avec Aristide Mono? Je n'étais pas d'accord avec son analyse, mais ce que je voudrais dire qui me semble beaucoup plus intéressant, ce que mes copanélistes oublient, c'est que le MRC a mené de manière constante des campagnes d'inscription sur les listes électorales. C'est-à-dire à la période d'ouverture de janvier à août. Au point où il y a même eu des altercations avec certaines autorités administratives qui enjoignaient à l'ECAM de ne plus descendre avec le MRC, de faire ses programmes seuls. Or,
le MRC, si vous prenez par exemple le cas de Yaoundé 4e, les chiffres que le MRC a réussi à faire en termes d'inscription sur les listes électorales. Je n'étais pas d'accord avec lui quand il parlait de l'électorat propre au RDPC. Alors, je voudrais dire une chose. À moins que les Camerounais soient vraiment moutons, le terme est trop fort, peut-être extrêmement suivistes, pour que le pays se retrouve dans une telle calamité et qu'il reste fidèle à quelque chose qui n'a pas de vision. Parfois, je me suis posé la question, quelle est l'idéologie du parti qui nous gouverne? Parce que nous sommes partis de rigueur et moralisation. C'est tout le contraire qu'on vit aujourd'hui. Où est la rigueur en termes de la gestion de la chose publique? La morale a foutu complètement le camp, sinon on ne se serait pas retrouvé avec ce qui se passe par exemple dans les établissements scolaires au jour d'aujourd'hui, où les élèves tuent les enseignants. La morale, rigueur et moralisation. Pour un Camerounais normal, comment va-t-il suivre un tel leadership politique? Quel est le bilan? Allez à Kondengi, vous allez trouver des centaines de gestionnaires du parti aux flammes, ou aux flambeaux, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'appellent, qui ont volé et sont arrêtés et jetés en prison. Où est la rigueur? Et vous me parlez donc d'un électorat qui est propre à ce parti-là. Je pense que les Camerounais ne sont pas aussi bêtes que ça. Des Camerounais qui nous regardent sont conscients, ils sont soucieux d'accéder à l'eau potable. J'ai fait un post aujourd'hui sur mon compte, j'ai pris l'image qui nous vient de l'extrême nord, où le choléra est en train de sévir, des enfants sont en train d'aller puiser de l'eau. J'ai dit, j'ai soif. Comment faire pour avoir de l'eau potable? Vous voyez? Des gens qui n'ont ni eau, qui ont un accès difficile à l'électricité. Vous avez vu tout à l'heure, là, pendant que nous étions en plein studio, on a coupé le coup là. Il y a pas on dit que nous fonctionnons actuellement au groupe électrogène, avec tous ces barrages. Et vous pensez donc que ces Camerounais-là ne peuvent pas changer de camp pour dire, voici l'alternance, tout simplement pour dire que le MRC n'a pas été présent sur le terrain. Mais c'est archi faux. Le MRC a été présent. Le MRC a été structuré. D'abord, quand je parlais de la visite du président national, Maurice Kamto, le président élu, c'était dans la perspective non seulement d'installer lui-même certaines unités politiques et d'encourager ceux qui sont sur le terrain. Il n'est pas allé faire des visites, n'est pas allé faire des meetings dans les endroits où personne ne le recevait. On a vu la liesse politique. La peur actuelle vient d'un certain nombre d'éléments qui partent du factuel. Vous voyez ce qui s'est passé en Guaché, cette catastrophe. Toutes mes condoléances encore à ces familles qui ont été éprouvées. Lorsque le président Maurice Kamto a voulu rendre visite, parce que vous vous souvenez du meeting qui avait été organisé par les élites de l'Ouest, et on a vu de gros titres dans les journaux à gage, l'Ouest a vomi Maurice Kamto, l'Ouest a tourné le dos au MRC Basse, on a lu tous ces titres. Mais lorsque le président est sorti de la prison, il a voulu aller adresser ses condoléances à ses familles. Il n'a pas pu arriver à cause de la mobilisation spontanée. Et ça fait peur. C'est pour ça aujourd'hui que le mot d'ordre du boycott actif du MRC fait peur. Parce qu'ils savent que non seulement ils risquent vaincre ils risquent triompher, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et ils vont se retrouver en train de gagner sans avoir à combattre. Et ils savent pertinemment que le mot d'ordre est très suivi. Et ils savent que s'ils laissent les choses à l'État, ce mot d'ordre va donc légitimer la victoire que le président Maurice Kamto, le MRC, revendique, les 39%, que le MRC a gagné l'élection présidentielle. Et en voici la preuve. C'est pour ça que tout le gouvernement est mobilisé. Tout le gouvernement est mobilisé. La nuance est claire. Le MRC ne pourrait jamais empêcher aux Camerounais d'aller voter. Nous restons dans la logique d'un parti pacifique. Notre devise, c'est quoi? Changeons l'avenir dans la paix. On reste pacifique. Depuis la création des MRC jusqu'à aujourd'hui, avez-vous déjà dans l'histoire suivi que quelque part le MRC a créé des troubles, le MRC a occasionné des violences, mais le MRC est plutôt victime des violences tous les jours. L'espace politique public est complètement confisqué aujourd'hui. Quelle est la réunion politique que le MRC a voulu organiser? Que ce soit les manifestations à l'espace public, que ce soit les conférences de presse, qu'on a délivré les récépissés de prise d'actes de déclaration. Alors, parfois, on a délivré parce qu'il y a eu des pressions. Un sous-préfet se retraite comme Evolova. Et pour dire que non, et tout, vous avez traité ces sujets ici. Donc, pour dire que les Camerounais ne sont pas dupes. Le MRC a créé une certaine, comment on appelle ça, et le mot m'échappe, une certaine sympathie, une certaine, voilà, merci, une certaine émulation au sein de l'opinion nationale, au sein des populations, aujourd'hui, malgré la persécution politique à outrance. J'ai cité le cas de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel lors du contentieux post-électoral.
l'adhésion populaire. On a vu toutes les couches sociales adhérer, se dire mais c'est pas possible. Comme moi j'ai eu des tas de coups de fil pour me demander comment on fait pour entrer au MRC, comment on fait pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc on ne peut pas dire ça sur un plateau de télévision. Ok, oui, rapidement, Aristide Mono, quelque chose. On d'aller à Douala. Je pense que mon ami Arsène Battioko ne m'a pas bien compris. Parce que lorsqu'il dit les Camerounais ne sont pas moutons, je ne parle pas des Camerounais, je parle de l'électorat. Mais l'électorat, c'est des Camerounais. Non. C'est des Camerounais. Non. Les électorats, ce sont ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Mais c'est des Camerounais. Je dis bien, ce ne sont pas des Camerounais parce que nous sommes pratiquement 24 millions et on se retrouve avec 6 millions qui la citoyenneté au jeu et 3 millions et demi se décident d'aller le jour J, aller voter, mais vous ne pouvez pas dire que tous les Camerounais sont des moutons. Je disais ceci, dans les 3 millions et demi, le RDPC a pratiquement son électorat, son capital électoral qu'il utilise ou alors sur lequel il s'appuie depuis des années. Il revient maintenant à l'opposition d'aller créer sa part d'électorat en puisant vers les potentiels électeurs pour pouvoir donc renverser la donne. Voilà, on revient après le journal. Le temps d'aller à Douala pour le 20h. Dans un instant, ce sera une fois de plus présenté par Cédric Noufelé. Quand on a de la classe, on a du goût. Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Armanta, Aristide Mono et Arsène Battioko. Armanta, je commence avec vous. Vous avez regardé le 20h et la campagne est lancée. On a vu Coupé Monengumba, mais sous très forte escorte. Oui, évidemment. Campagne du RDPC, il faut le préciser. La campagne du RDPC est lancée. Et certainement, les autres partis vont suivre, puisque le SDF devrait aller en campagne avec d'autres partis dans cette partie de la République. Le moment de campagne électorale, il doit toujours y avoir une sécurité particulière. Mais là, on est face à une situation que nous connaissons tous depuis pratiquement 3 ans. Nous vivons une grande crise dans ces régions, mais il y a des mesures qui ont été prises par le chef de l'État, notamment l'organisation du Grand Dialogue National, qui a permis de prendre certaines grandes décisions. Il y a eu donc des avancées qui permettent aujourd'hui qu'on affirme qu'il y a une certaine accalmie considérable dans ces deux régions. Cela fait donc la République doit jouer son rôle de protéger les citoyens. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure de boycott actif, les séparatistes font également, ils demandent, ils lancent un mot d'ordre de boycott actif. C'est pour ça que je m'insurgeais un peu contre cette expression. L'armée camerounaise, donc les forces de l'ordre, la République a donc intérêt non seulement à protéger les électeurs, à protéger les élus, à protéger les scrutateurs, à protéger même les observateurs. Oui. Donc, les CAM même aussi. Effectivement, et les CAM qui est chargé de l'organisation de cette élection couplée. Les autorités administratives. Les autorités administratives. Cela voudrait donc dire que c'est pour ça qu'il y a eu des mesures qui ont été normalement mises en place depuis pratiquement un mois même avant que la campagne électorale. Il y a eu des renforts, je pense 700 éléments des forces armées qui ont rejoint. Il y a eu d'autres renforts qui... il faut reconnaître et rappeler quelque chose. L'armée camerounaise est l'une des armées les plus professionnelles en Afrique. Donc, elle n'est pas là, c'est beaucoup plus pour dissuader ceux qui empêcheraient aux Camerounais, aux citoyens d'aller exercer leur devoir citoyen. Tout simplement, c'est pour ça que la campagne se déroule jusqu'à présent normalement. Là, vous n'avez pas vu vraiment des chars, ou bien c'est pour empêcher que les réunions, parce que la campagne, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, ça peut être des réunions, ça peut être ce qu'on appelle des meetings publics, ça peut être des campagnes de proximité, et de porte à porte. De porte à porte, c'est pour permettre à ce que tout au long de la campagne électorale, et ces mesures vont d'ailleurs se poursuivre après,
Parce que vous savez bien que après une campagne électorale, il y a souvent un processus, une période post-électorale. Et après, il y a également, nous avons une grande compétition que nous allons accueillir bientôt, qui va se dérouler également. Hassan Batogo, face à cette situation, ça vous conforte dans votre idée? La guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? Par aux images que vous avez vues. Mais j'ai regardé à la télé tout à l'heure, là, vraiment une mise en scène, un vrai théâtre. Je me suis dit, c'est vrai que votre consoeur qui était là-bas, elle a du tonus. Elle est une journaliste d'investigation, parce que ce sont de ces journalistes qui prennent les risques, les journalistes de guerre. J'espère qu'elle était en gilet pare-balles aussi, et qu'elle était dans un blindé, parce que j'ai vu tout un arsenal de guerre avec les engins de mort sur des gros véhicules. Puis l'armée protège les équipes de journalistes. Justement, moi, ce n'est pas protéger ou pas protéger ce qui m'a frappé. C'est le climat, la tension dans laquelle, l'atmosphère, l'environnement dans lequel on parle d'élection. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Je n'ai jamais vu dans un État au monde où la paix est arrivée sans forcément discuter avec ceux qui se plaignent et qui prennent les armes. Alors, ce qui m'intrigue dans notre pays, et ce qui nous intrigue aussi au MRC, c'est que en face, on pense que discuter avec des compatriotes qui ont pris les armes, qui sont rebellés, est un signe de faiblesse. Faux! On pense que négocier avec les rebelles, c'est affaiblir l'autorité de l'État. Faux! Vous voyez, vous avez sur les informations, à Khartoum, ce qui se passe entre les autorités de Khartoum et les rebelles. La paix vient toujours dans un pays par les négociations, par un cessez-le-feu, par un dialogue. Pour le cas d'espèce, au nord-ouest, au sud-ouest, il faut un dialogue réel et inclusif. Parce que ce qui s'est passé au palais des congrès, c'était un dialogue parce qu'il y avait plusieurs acteurs, mais un dialogue sélectif, bien évidemment. Le président Maurice Kamto avait dit pendant la campagne que au lendemain de la proclamation des élections, si les Camerounais lui font l'honneur de l'élire président, sa première sortie officielle, c'est à Bamenda Arboya, pour aller essuyer les larmes des Camerounais qui pleurent là-bas. Pourquoi est-ce qu'on va essuyer les larmes aux Camerounais s'ils sont satisfaits, s'ils sont contents du système? Moi, je me suis posé la question tout à l'heure en regardant ces images. Si Elvis Ngolé, la délégation de son parti, se sont entourés d'un aussi grand arsenal militaire, est-ce qu'on va allouer à chaque militant, à chaque, tout au moins électeur, qui va aller dans un bureau de vote, un militaire, et il y en a beaucoup de bureaux de vote, certainement des centaines, peut-être même des milliers, quand on totalise les deux régions, on parle de 700 militaires. Mais, et puis je me suis dit, 5% en 2018, aujourd'hui on est en 2020, on vous parlait du statut spécial, qui est comme la solution. Or, les gens continuent à mourir. Ça m'intrigue, et c'est regrettable, parce que quand on parle de la calmie, c'est l'absence de mort, ou bien parce que, oui, la calmie veut dire que on a débattu de la situation, on a trouvé des solutions, et les deux parties sont donc d'accord sur le chronogramme de mise en œuvre, d'implémentation des éléments de solution. Mais la calmie, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'absence de mort. Donc, quand il n'y a pas de mort, il n'y a pas de crise. Moi, je suis allé au sud-ouest il y a quelques semaines. C'est vrai que quand vous arrivez à Boya, vous n'allez pas trouver les morts, mais vous voyez les engins de mort avec les militaires partout. Et les sacs de sable un peu partout. Alors, on ne peut pas me parler... Armanta dit que c'est dissuasif. C'est dissuasif pour qui? Pour les populations ou pour les Amazoniens? Puisqu'ils continuent à perpétrer les attaques. Il y a quelques jours, des maisons ont été brûlées. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié l'information. J'ai suivi que la maison d'un sénateur ou d'un ancien premier ministre a été brûlée. Je n'ai pas vérifié cette information. Combien de leaders du SDF, leurs maisons ont été brûlées, et il semble même qu'il y a encore des candidats du SDF qui sont encore comment je vais dire ça? Visés? Non, en otage, merci pour l'expression, en otage auprès des Amazoniens. Alors, cela
vont battre campagne comment? Pourtant, ils ont constitué les dossiers. Alors, dans ce contexte, c'est pour ça qu'on s'est dit au MRC, le boycott actif consiste à dire aux gens, si vous acceptez aller à l'élection, allez-y, mais ça signifie que vous êtes en train de vous acter la partition du pays. Parce que quand vous lisez les messages que les dirigeants ambazoniens envoient, et le lockdown, et ils vont fermer l'Ambazonie, ils vont tuer tous ceux qui vont se lever pour partir. Bref, ils sont dans une posture de vouloir défendre. Mais il me souvient quand même que lorsqu'on avait organisé ce dialogue, ces leaders n'avaient pas été contre la participation. Ils étaient disposés à participer, mais ils avaient demandé un certain nombre de garanties. Et je me suis trompé, on s'est posé la question, qu'est-ce qui a empêché au régime de prendre des décisions telles que l'amnistie pour ces leaders-là, qui sont les activateurs de cette guerre? Parce qu'ils sont à l'extérieur. C'est eux qui financent, c'est eux qui achètent les armes, c'est eux qui recrutent. On connaît leur nom. Ils sont, la liste est connue. Et à tout près ici, il y a tout un gouvernement qui est à Kondengui. Moi, je m'étais dit, on s'était dit, il faut les OMRC, on a dit qu'il fallait les faire prendre part avec un minimum de garantie à ce dialogue. Parce que dialoguer, discuter avec quelqu'un n'est pas forcément synonyme d'entériner ou de valider tout ce qu'il va dire. Mais quand on discute, on va se dire, ça, tu sais que ce n'est pas faisable, ça, on peut d'abord s'accorder là-dessus. C'est ça qu'on appelle le consensus politique. Mais au jour d'aujourd'hui, on assiste toujours à l'unilatéralisme de prise de décision. Je ne vois en rien à ce que ce statut spécial, comment est-ce qu'il va régler les problèmes? La redistribution des cadres ne concerne que ceux des anglophones qui soutiennent le régime. Et c'est eux qui vont toujours bénéficier en réalité. Aristide Mono, d'abord, votre réaction sur cet élément qu'on a vu au journal de 20h. Ensuite, la question, est-il raisonnable d'organiser des élections dans une zone en conflit, en guerre? Déjà au niveau de l'élément qui a été diffusé au journal, j'ai remarqué qu'en dehors des dirigeants du RDPC qui étaient dans la salle, personne d'autre n'avait l'habit du RDPC, donc l'habit avec les effigies du RDPC, la tenue du parti. Vous pouvez donc comprendre quelles sont des mesures préventives qui ont été prises par ces militants pour ne pas s'attirer la fougue de ceux qui se revendiquent de l'État d'Ambazonie ou alors des sécessionnistes armés. Cela démontre la suffisance que de part et d'autre, on n'est pas rassuré par tout ce qui a été fait comme déploiement supplémentaire des éléments de maintien de l'ordre et des éléments de nos forces de défense. Donc il y a un gros travail à faire. Qu'est-ce qu'on va donc finalement adopter comme stratégie? Là, c'était dans une salle, on peut facilement la quadriller, la protéger avec toutes les unités qui ont été mobilisées, mais au niveau du scrutin ou alors de la campagne, voilà, il s'agit en fait d'un espace un peu plus vaste. Il y a également la logique des règlements de compte ou alors des répressions punitives qui sont annoncées par des Ambazoniens. Est-ce que les Camerounais, de ce côté, les citoyens, des électeurs, pourront donc prendre le risque en fait de se mettre à dos ces répressions punitives qui sont annoncées par des éléments de l'Ambazonie? Ça, c'est une autre interrogation. Maintenant, il y a la campagne du boycott qui est aussi lancée parce que le MRC n'a pas le monopole de cette campagne. Seulement du côté du nord-ouest et du sud-ouest, on a fait un boycott actif, voilà, au sens plus du terme. Boycott actif, il ne suffit plus de participer au jeu démocratique en essayant de faire comprendre aux électeurs le bien fondé de la non-participation. Là, il s'agit d'empêcher la tenue, la participation. Et à ce moment, il faut également... de la logique du MRC. Et ce qui est différent, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la terminologie boycott actif était une terminologie un peu délicate. Parce qu'en fait, ça peut... ce qu'on vit, en tout cas, ce qui est fait dans le nord-ouest et le sud-ouest par les Ambazoniens, c'est un boycott actif. C'est-à-dire qu'ils vont mobiliser les armes pour empêcher. Quelles sont des mesures qui seront donc prises pour rassurer? Parce qu'il ne suffit pas de tenir le pari du vote. Il faut tenir le pari de l'après-vote. C'est comme dans l'extrême nord. Il ne suffisait pas seulement d'avoir la population avec elle.
il fallait également assurer la sécurité de cette population parce que derrière, Boko Haram avait des représailles. Donc, est-ce que il y a beaucoup de chefs de comité de vigilance qui ont perdu la vie? Voilà. Voilà. Est-ce que le gouvernement est en train d'étudier cette autre alternative ou alors cette dérivée de ce qui est en train de se passer actuellement? Parce qu'il y a de fortes chances qu'on se retrouve donc avec ces répressions, avec ces décapitations et autres. Il faudra faire extrêmement attention sur ce point. On a annoncé la présence de ces forces de l'ordre-là, ces gendarmes-là, même après le scrutin. Ils seront présents même après le scrutin. Je pense que si ces éléments doivent assurer la sécurité jusqu'à la fin, on peut donc dire aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à déployer comme effort pour mettre un terme à la crise. Or, c'est faux. Le Cameroun a encore des difficultés dans cette zone. Il faut des éléments supplémentaires. S'il faut à tout prix aller dans ou privilégier exclusivement le face-à-face ou le corps-à-corps, mais si on veut faire l'économie en fait de la mobilisation de notre armée, on peut adopter d'autres stratégies, peut-être un dialogue bis. Donc, je me dis, c'est très compliqué de ce côté-là. Le régime ou alors les partis qui sont en compétition sont en train de risquer gros. Parce que vous m'avez posé la question de savoir est-ce que ça valait le coup. Oui. De mon point de vue, je pense qu'il pouvait y avoir des mesures exceptionnelles ou alors des mesures d'exception qu'on devait prendre en ce qui concerne le nord-ouest et le sud-ouest. On pouvait organiser par exemple des élections partielles. Mais là, on a été peut-être pris entre deux alternatives. La première, c'est que l'élection pourra apporter un plus aux solutions. Justement, je vais poser la question. Qu'est-ce que le pouvoir veut montrer à travers cette élection? Absolument organiser ce double scrutin dans le nord-ouest et le sud-ouest. En fait, si je me suis... L'objectif, c'est lequel? Si je me situe dans la perspective de ceux qui tiennent à tout prix à organiser les élections, alors qui ont tenu à organiser à tout prix les élections de ce côté, il y a deux arguments. Le premier argument, c'est de démontrer que l'autorité de l'État n'est pas fauchée dans deux régions de son territoire, c'est-à-dire démontrer que l'appareil d'État continue de tenir en fait les leviers de son pouvoir dans tous les espaces de notre territoire. Parce que si on avait par exemple pris l'engagement de faire des élections, d'organiser des élections partielles, immédiatement cela allait être interprété comme une faillite de l'État de ce côté-là. Donc il y a l'orgueil de l'État qui est engagé dans ce jusqu'au-boutisme. Maintenant, deuxième élément, c'est que certains pensent que les élections pourront donner une certaine légitimité aux représentants issus des communautés anglophones, donc c'est-à-dire des élus actuels. Peut-être la crise porte en elle quelques gènes de soupçons de non-représentativité de ces élus, et peut-être qu'on veut donc donner la force à l'élection législative, à l'élection municipale, de permettre aux anglophones d'avoir donc des élus légitimes. Donc, je pense que c'est sur ces deux leviers. Mais je pense que, de part et d'autre, il y a un élément qui reste au centre, c'est le cynisme de l'État. C'est le cynisme, c'est-à-dire on est dans un jacobinisme sinistre. C'est-à-dire, le plus important, c'est de démontrer que l'État reste debout et ça permet de minorer l'ampleur de la crise. Parce qu'en organisant les élections présidentielles, on a immédiatement démontré à la communauté internationale que la situation n'était pas aussi alarmante, comme cela a été décrié par des représentants de cette communauté, dont l'État a donc pris l'organisation de ces élections dans ces zones pour dire qu'en fait il y a crise, mais cette crise n'est pas aussi fatidique ou chaotique au point de mettre en difficulté le fonctionnement donc, de l'État. Donc je pense que au-delà de ce qu'on peut avoir comme argument, il y a une seule chose à retenir dans cette organisation jusqu'au boutiste des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le cynisme de l'État. Ok. Avantage justement sur ce jusqu'au boutisme de l'État, on voit le RDPC qui se jette quand même dans cette campagne. Moi, comme on sait qu'il y a l'appareil sécuritaire qui accompagne, est-ce que les autres pourront bénéficier du même encadrement? Serge, la première des choses que je vais dire avant de revenir à votre niveau, je voudrais répondre un peu au co-panéliste du MRC, lui poser... Arsène Batsogo? Oui, je suis pas venu peut-être pour poser des questions ici, mais je voudrais savoir, est-ce que l'État a perdu un centimètre de son territoire?
pourquoi le MRC est allé aux élections en 2018, où le contexte sécuritaire était plus négatif dans ces deux régions. Alors, il y a des pays qui connaissent, je veux me référer un peu dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, qui connaissent un islamisme, excusez-moi du néologisme, extrémisme très actif. Je crois que le Mali perd des soldats tous les jours, en grand nombre. Mais la République ne va pas s'arrêter parce que une crise qui est en train d'être apaisée, il y a eu des grandes résolutions qui ont été prises lors du grand dialogue national. Il y a eu l'élargissement des prisonniers. Lorsqu'il parle des prisonniers, on a élargi à la fois que ce soit ceux des séparatistes, on a élargi également ceux du MRC. Cela a quand même créé une certaine désescalade. Maintenant, la République doit pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il fallait que l'État fasse? Continuer. Mais à un moment donné, le chef de l'État, le président de la République, qui est une institution, il détient des pouvoirs, mais qui sont à un moment donné limités. La République doit pouvoir avancer. Ces républiques que je citais tout à l'heure organisent des consultations populaires. La vie nationale de la communauté nationale ne devrait pas s'arrêter parce qu'à un moment donné, il y a eu une crise qui est plutôt en train d'être apaisée. Donc, par ailleurs, d'autre part, je voulais également dire qu'en géostratégie, parce que là, c'est l'analyse du scientifique, c'est l'analyse du géostratège. C'est un de vos domaines. Oui, elle est différente d'une analyse partisane, c'est-à-dire que du haut cadre du RDPC que je suis, membre de section depuis 13 ans quand même. Ça veut dire que je suis un haut cadre du parti. En géostratégie, toutes les négociations ne sont pas publiques. Les meilleures négociations se font officieusement. Les négociations qui se font après, M. Mbatsogo, il n'est pas au courant. La preuve, c'est que des séparatistes se rendent tous les jours. Les séparatistes déposent des armes tous les jours. Vous pouvez aller faire des investigations au niveau du CDR et avoir des chiffres. Et nous sommes tous unanimes actuellement qu'il y a une certaine désescalade et que la situation entre 2018 et aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée. Ce que je peux reprocher aussi, quand je parle d'analyse scientifique, c'est que même au niveau du RPC, moi je suis un peu de l'aile progressiste, de l'aile qui dit ce qui est vrai, l'aile véridique. Il y a certainement... Et notre aile qui dit ce qui est faux? Non, mais il y a certainement des gens, par exemple, parce que là, je parle de géostratégie. Oui. Il y a des gens, par exemple, qui sont certainement à côté du chef de l'État, mais qui ne lui disent pas ce qu'il faut faire à tout moment. Quand vous regardez une histoire comme la caravane qui s'organise après le grand dialogue national, oui. Quelque part, on a mis la charrue avant les bœufs. Jusqu'à présent, il y a des populations, que ce soit au sud-ouest ou au nord-ouest, qui ne maîtrisent pas le contenu des résolutions du grand dialogue national. On aurait pris un temps pour faire des caravanes. Il y a eu une offre, par exemple, du cardinal Toumi. On aurait pris un temps pour bien expliquer. Vous voyez, donc, on va dans les élections, il y a des populations qui ne savent pas ce que le statut spécial veut dire. On doit s'organiser et je suis certainement sûr qu'au sortir de cette... À ce niveau, ça ne vise pas seulement les élections. Si déjà les séparatistes veulent boycotter les élections, ça veut dire qu'ils se reconnaissent qu'ils sont Camerounais, n'est-ce pas? Mais pourtant, ils disaient qu'ils ne sont pas Camerounais. Lorsqu'on n'est pas Camerounais, on ne peut... La manière dont ces choses se passent. Le gouvernement travaille tous les jours et nous faisons confiance au chef de l'État. Nous savons qu'il détient la clé pour continuer avec l'accélération d'autres mesures. Parce que, d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, le Premier ministre du gouvernement qui présidait le grand dialogue national, que la porte n'est pas fermée et que le dialogue n'est pas bouclé. Il y a des contributions qui sont encore reçues et il y a des améliorations qui vont se faire au jour le jour. Voilà, Arsène Batougo. Alors ça m'a fait rire et ça m'amuse, je me dis, en réalité, le Cameroun ne mérite pas ça. Le Cameroun est un État qui a connu des nationalistes qui ont valorisé cette entité. Quand on voit ce qui se passe avec le gouvernement aujourd'hui, on se dit c'est une espèce d'agonie difficile du régime. Parce que c'est une vente d'illusions à laquelle on assiste.
Déjà, même avant qu'on en arrive au dialogue ou à la reconnaissance de la question anglophone, ils ont complètement nié qu'il n'existait pas de problème anglophone. Or, l'OMS a acté la question anglophone déjà dans ses textes fondamentaux depuis 2012 et qu'il urge de discuter, de poser le problème sur la table. Quelqu'un posait la question, pourquoi est-ce que le MRC est parti à l'élection alors que la guerre était déjà, il y avait déjà des morts qui étaient enregistrés? Mais la question ne se pose pas. Nous sommes allés pour régler la crise. Je l'ai cité tantôt tout à l'heure, que c'était l'un des objectifs, c'est l'une des premières missions, sinon la première du président élu, régler cette question. Et je me réjouis qu'ils disent que les ambazoniens sont des Camerounais. Parce que c'est toujours eux qui ont dit que c'est des terroristes. En réalité, vous ne pouvez pas appeler votre propre frère terroriste à partir du moment où vous dites que je ne suis pas content de la manière que tu gères la famille alors qu'on t'a désigné chef de famille. La meilleure façon, c'est de s'asseoir avec lui et de lui demander quel est le problème. Alors, il y a des interrogations, on se pose des questions. Alors, c'est pour montrer, convaincre qui que l'État existe au nord et au sud-ouest, quand on sait que la plupart des représentants de l'administration ont disparu, des sous-préfets ont fui, des fonctionnaires ont disparu. Alors, aujourd'hui, c'est le RDPC qui est en campagne avec des blindés, les chars. Quand les autres, le CF, le PCRN, est-ce que la même mobilisation y sera? Y aura-t-il vraiment tous les moyens? C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure là. Y aura-t-il tous ces moyens militaires pour encadrer chaque conseiller municipal qui a besoin d'aller village par village pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils se sont présentés? Ce que je doute. Y aura-t-il les moyens militaires pour encadrer chaque candidat à la députation? Ce que je doute. Parce que ici on nous a montré ce qui se passe au chef-lieu d'un département. Mais maintenant, dans les arrondissements, dans les groupements, les cantons, etc., y aura-t-il? C'est de l'utopie. C'est pour ça qu'on a dit, à un moment donné, le 31 décembre, on attendait que votre champion fasse le bilan et démissionne comme son prédécesseur avait fait, parce que, en réalité, vous défendez l'indéfendable. Quelqu'un pose la question là. Supposons que vous réussissez à tenir le pari d'organiser l'élection avec 3% ou 5% comme à la présidentielle. Comment vous allez gérer l'après-guerre? Parce que sûrement il y aura des escalades de violence. Parce qu'avec les messages qu'on voit, les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux où les armées sécessionnistes montrent les muscles avec tout l'arsenal de guerre, sûrement il y aura des violences. Alors, quel Camerounais avons la garantie qui est de ce côté-là qui dit que je vais me lever? Quelqu'un a souligné, a relevé tout à l'heure là, que ceux qui sont venus à la réunion n'avaient pas de tenue. Qui sont-ils? Est-ce que ce n'est pas des militaires, des habillés? Est-ce que c'est vraiment des populations? 5% à la présidentielle. Mais maintenant, ceux qui ont tenu coûte que vaille à aller à cette élection représentent qui? Quand on sait qu'on a près de millions de Camerounais qui sont de ce côté-là, qui sont déplacés, des dizaines de milliers au Niger, et ils représentent qui? Ils défendent les intérêts de qui? Si ce n'est les intérêts égoïstes de leur propre vente. Parce que les députés calculent les 78 millions qu'il faut avoir donc durant toute la députation. On se dit, il est urgent d'organiser un véritable dialogue. La paix ne vient pas avec la main. La paix ne vient pas avec les armes. La paix vient avec la décision. C'est pour ça que le MRC a dit, tous ces Camerounais qui sont de ce côté-là, restez chez vous. Tout simplement. Alors, merci Arsène Batogo d'être venu. Voilà, rapidement, 30 secondes. Oui. On arrive au terme de l'émission. Je voulais rapidement faire comprendre à Arsène Batogo qu'en fait, au RDPC, où le régime n'a jamais nié l'existence du problème anglophone. C'est tout simplement le discours. Le discours, parce que dans les faits, il y a eu des actions qui ont été menées dès décembre 2016. Je parle du code OADAIOP qui ont été rapidement. Donc ça signifie qu'on ne voulait pas, dans le discours officiel, reconnaître le problème anglophone, mais dans les faits, on essayait quand même de se battre, même si les fondamentaux ont été totalement épargnés dans la gestion de cette crise. Voilà, merci Armand. Ouais, oui. Pour conclure, j'allais également dire à mon compagnoniste Batogo, qui parle de la démission de notre champion, comme il a appelé, que c'est impossible. Il a parlé des prisonniers au gouvernement qui est en prison. Il n'y a pas un chef d'État au monde qui a autant mis ses collaborateurs dans les géoles. Le Cameroun, il parle d'eau et d'électricité. Quand on regarde ce qu'on appelle l'IDH, Institut de développement humain,
Le Cameroun est classé, je crois, 20e ou 21e. Il occupe pratiquement une dizaine de places devant un pays comme la Côte d'Ivoire. Je crois 14 places devant la Côte d'Ivoire. Là, on regarde l'eau, l'électricité, l'habitat. Le Cameroun, ça veut dire qu'il y a un modèle social libéral. Peut-être que certains ne comprennent pas. C'est le modèle économique du président Paul Biya dont il a décidé. Peut-être que certains sont autour de lui, ils ne comprennent pas. Le chef de l'État préfère, au lieu que les salaires ne passent pas au Cameroun, parce que chaque Camerounais fonctionnaire reçoit son salaire chaque mois, il préfère ne pas s'endetter. Le Cameroun est l'un des pays les moins endettés en Afrique. Merci. Merci Arsène Batogo, merci Aristide Mono, merci à vous également, Armanta, d'être venu. Merci, merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Et qu'il en soit à Yaoundé. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Toute l'équipe conduite par Emmanuel Diop vous donne rendez-vous demain, justement, lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro. Et qu'il en soit. Bonsoir, Colmesen.